Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule avec aujourd'hui les écuries de Giaz. Yann et Daniel sont avec nous. Yann, ça va, la pêche, la patate? Merveilleux, merveilleux. La forme, Daniel, même Une chose. nuit assez courte, mais on a la forme. Donc on est aujourd'hui à l'UDESCO, la convention de la Chaux-de-Fonds. Puis bon, on se rencontre et puis d'un coup on se dit tiens, un petit podcast quoi, tranquillos, pour parler des écuries de Giaz, votre projet. Alors, il manque aussi Christophe Chaudier qui en fait partie. Est-ce qu'il y a d'autres membres des écuries de Giaz qui ne sont pas là? On a pas mal d'associés. On a Jérémy Rueff, connu sous le pseudonyme de Jemris. On a Renaud Denis aussi, qui sont les associés officiels. Et puis il y a une nébuleuse prête à étendre ses tentacules sur le monde entier. Mais cela, on n'en parle pas parce que justement, ce sont des agents secrets. Alors, je ne suis pas là en fait. Vous définissez souvent sur les sites comme un éditeur indépendant, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce que ça signifie un éditeur indépendant? Je t'avouerai que pour moi, qui suis auteur indépendant, ça paraît un peu paradoxal. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un éditeur indépendant? Alors je pense que c'est lié à notre histoire dans le sens où on a commencé en tant qu'auteur individuel, puis studio de création pour le compte de l'éditeur Caravelle. D'accord. Et à un moment donné, donc on a repris les éditions Caravelle finalement. On y a mis le nom d'écurie d'Augias et on s'est aperçu quelque part que ce que l'on voulait, ce qu'on a toujours souhaité, c'est de pouvoir faire nos propres jeux et que maintenant on maîtrisait véritablement bien la fabrication de l'objet de A à Z. D'accord. Ouais. On ne voulait pas entrer dans une logique vraiment purement commerciale, peut-être d'éditeur traditionnel, mais vraiment continuer à faire ce que l'on souhaitait et puis fabriquer les livres auxquels on rêvait quand justement on n'était que consommateur. Alors justement, j'aimerais bien te poser la question qu'est-ce que pour toi l'éthique commerciale du coup? Pourquoi est-ce que tu refuses? Pourquoi est-ce que tu t'appelles indépendant? Est-ce qu'il y a une qualité spéciale? Alors non, faut surtout pas cracher dans la soupe en disant que le commercial, c'est au nid, c'est vraiment le monstre de fin de niveau à abattre. On a tous besoin de cette logique-là pour pouvoir avoir des projets qui soient rentables. Tout à fait. Hein. L'industrie du jeu de rôle est indispensable, même aux indépendants. Ça. Tout à fait. Une trésorerie qui soit capable de générer aussi les projets du futur. Ouais. Et donc, c'est peut-être aussi dans la stratégie de choix des jeux, où parfois, si on entre vraiment dans une logique purement commerciale, on aurait peut-être tendance à négliger des jeux qui seraient peut-être pour un public plus restreint, avec des thèmes forts, des partis pris audacieux, et que l'on laisserait peut-être de côté. D'accord. Daniel, dans cette éthique-là, même chose, même remarque? Tu es totalement d'accord avec ce que dit Yann? Tu as quelque chose à ajouter? Ce qu'il vient de dire, c'est plutôt sa partie. Moi, mon parcours est très différent par rapport aux écuries d'Augias. Au départ, j'étais un partenaire de jeux de rôle, tout à fait privé dans le cercle amical. Et petit à petit, on a découvert cette passion ensemble. Et moi, je me suis greffé aux écuries d'Augias en tant qu'auteur indépendant et j'écris pour les écuries d'Augias, en fait. Ok, d'accord. Mon rôle est très différent que celui de Yann. D'accord, ok. Donc c'est ça. Toi, tu es plus auteur associé à ta manufacture éditoriale, si j'ose dire, quoi. Oui. Ça fait partie de la nébuleuse de gens qui satellitent, qui travaillent avec les écuries d'Augias. Daniel est un prénom, il s'appelle Raymond en réalité. Il fait très bien le café, il porte les cartons en convention. Il est merveilleux. Donc, en fait, il y a quand même plusieurs casquettes chez vous, quoi. J'ai envie de dire, il y a quand même dans les écuries d'Augias, il y a les gens qui écrivent, qui sont plutôt auteurs, et puis il y a les gens qui s'occupent un petit peu de la communication, des sites internet, tout ça. J'imagine quand même un peu. Il y a de la délégation entre vous, c'est ça, quoi. Oui, parmi les associés, vraiment ceux qui sont les 4 associés des écuries, on est un peu multitâches, on est des couteaux suisses. On est là pour la direction de projet, certains sont meilleurs en technique de fabrication, d'autres un peu de la com, mais finalement on est tous un peu interchangeables. Oui, bien sûr. Ouais. Effectivement, il y a d'autres personnes qui sont plus dans l'écriture, peut-être plus dans l'illustration, ou alors commencent à mettre la main à la pâte, et puis sont intéressés par le processus de fabrication, donc on les intègre au fur et à mesure. Quel est l'intérêt pour vous d'être en groupe comme ça Parce que nous aussi on a une communauté, mais j'aimerais bien que pour nos auditeurs c'est pas toujours clair en fait, parce que les gens font leur jeu de rôle dans leur coin. C'est intéressant qu'ils aient un retour d'éditeur et dire ouais tiens, c'est pour ça qu'on aime bien être en groupe, c'est parce que Yann, je t'écoute. Pourquoi est-ce que vous êtes une collectivité d'auteurs quoi finalement, enfin d'associés?
On va reparler un petit peu histoire personnelle. Pendant très très longtemps, entre la fin de la fac et puis début de ma stabilisation à Besançon, je n'ai pas arrêté de bouger, je n'avais plus vraiment de communauté de joueurs, donc ça m'a cruellement manqué. Peut-être le fait de pouvoir repartager des passions et puis des passions créatives, de pouvoir créer avec d'autres, ça a vraiment été le moteur. Et même si on est un peu tous, sauf Daniel et moi, on est à Saint-Étienne, Lyon, Paris et ainsi de suite, on a toujours un plaisir énorme à se retrouver dans les assemblées générales, dans les conventions. C'est vraiment une communauté de pensée. C'est génial, parce que je m'attendais pas du tout à cette réponse, mais oui, elle est essentielle. Ta première réponse, finalement, c'est une réponse presque émotionnelle, quoi, d'individu. Tu dis, parce que j'aime bien être avec des potes, voilà. Parce qu'on aime bien travailler ensemble. C'est le cas, en effet, on se retrouve très souvent entre nous et c'est très agréable de pouvoir finalement se retrouver dans un cadre de travail, tout en sachant qu'on est amis et que ça dépasse le simple travail, en fait. Même au niveau, puis même pour le jeu de rôle, c'est quand même pas mal d'avoir aussi des testeurs, entre guillemets, d'avoir des potes avec qui tester le jeu, quoi, j'imagine. Enfin, ça fait partie aussi du travail, quoi. Oui, tout à fait. Il faut faire attention parce que quand on est dans une logique d'équipe, on a la tendance à être un peu endogame. C'est créer ses propres jeux, avoir un peu notre propre idiotie. Et si on n'a pas des collaborateurs, un regard extérieur, on est vite enfermé un peu dans nos petites habitudes de couple. Donc c'est vraiment essentiel de renouveler un petit peu les collaborateurs, les gens qui ont un regard sur nos productions. Mais tu trouves pas que c'est un argument à double tranchant, ça, Yann? Parce que en même temps, on peut se dire, tiens, y a une forme d'inertie à être en groupe aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que du coup, faut essayer de plaire aux gens qui sont là déjà, et puis on va pas vraiment faire son jeu, mais le jeu qui plaît déjà à nos amis. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça peut aussi, c'est à double tranchant aussi. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a des plus, il y a des moins. Quand est-ce que ça a commencé, les écuries d'Augias? Tu l'as peut-être dit tout à l'heure, mais vraiment. Informellement en 2005, quand on a fait le studio pour pouvoir développer le livre de base de Crime. D'accord. Après, donc 2008. Crime, c'est votre premier projet. Tout à fait, oui. D'accord. En 2008, on était déjà à l'écran, la fabrique de l'horreur plus Paris Ombre et Lumière, et Caravelle a eu ses soucis financiers, ce qui fait que, en échange. Alors Caravelle, c'était un éditeur français? Oui, exactement. C'était un éditeur qui s'était monté en même temps que nous. Vous connaissiez ou non? C'était quelqu'un que vous aviez rencontré parce que vous aviez ce projet Crime et puis. Personnellement, je suis arrivé après, moi. D'accord, ok, Daniel. Et toi, C'était l'une des amies d'un de mes associés qui voulait justement se lancer un petit peu dans l'édition, donc on en a profité pour se monter ensemble. Voilà. Et donc à un moment donné, quand parce que j'ai jamais entendu parler de cet éditeur Caravelle. Oui, Caravelle a fait par exemple, bien sûr, les 3 premiers Crimes, s'est lancé dans Nain de Jardin, également Yin Yang. D'accord. Nain et Jardin, c'était Caravelle? Nain et Jardin. D'accord, ok. Tout à fait. Ah oui, ça je connais. Ok. Alors justement, c'est peut-être cette diversification extrêmement rapide qui a peut-être causé sa perte. C'était pas forcément évident, surtout quand on fait un jeu comme Yin Yang qui coûte assez cher à la fabrication. Toujours est-il qu'on a quand même voulu poursuivre un petit peu les choses, donc on a repris les droits sur Crime et puis on s'est monté en association d'édition, tout simplement. Donc là, ça a vraiment été la première naissance des écuries d'Augias en 2008. D'accord, ok. Et donc en partie derrière le projet Crime, qui est le projet phare des écuries d'Augias. Oui, tout à fait. Et donc, Daniel, toi, tu travailles sur quel jeu des écuries d'Augias? Eh bien, je travaille sur un projet qui va sortir dans environ à peu près 1 an. D'accord, ok. Donc c'est un projet secret pour le moment. Oui, il ne peut pas en parler parce que j'ai sa femme qui, justement, est retenue en otage dans ma cave. T'inquiète pas chérie, tout va bien se passer. Quoi qu'il en soit, au départ c'est une aventure littéraire très enrichissante, j'ai trouvé. Nous avons joué ensemble, il nous a montré son travail, on a joué à Crime chez moi, dans mon salon, tranquillement, entre copains. Et donc à force de discuter, de se voir des affinités, on a fini par en parler de façon plus sérieuse. Et un jour il m'a demandé d'écrire un texte pour un projet qui devait avoir lieu bientôt. Donc j'ai écrit ce texte en a engendré d'autres et finalement je me suis mis dans l'engrenage. Ça fait déjà maintenant 2 ans que je suis dans les conventions. Je travaille sur ce projet qui donc va sortir dans 1 an. J'ai écrit récemment un scénario pour Crime
qui va être publié bientôt également. Enfin, voilà, l'aventure se poursuit de cette manière-là, avec des demandes qui apparaissent, des créations qui se font de façon assez spontanée et toujours dans une ambiance très amicale, ce qui est un plus, évidemment. J'ai pas vraiment l'impression de travailler. D'accord, ok. Je pense que c'est aussi un moyen détourné pour qu'on se voit plus souvent et qu'on réussisse à convaincre nos épouses que c'est pour le travail, surtout que l'on se voit. Je comprends. Tout le monde est dupe. D'ailleurs, cette convention, c'est du travail, que nous sommes ici pour travailler. C'est vrai. Nous, on s'amuse pas du tout, en fait. Tu fais bien de le rappeler. Oui, oui. On sait jamais, elle pourrait écouter ce podcast. Hein. Oui, ah oui, en plus. Tu ne nous l'avais pas dit, ça. Donc, quoi qu'il en soit, être ensemble pour se retrouver et puis être avec ses potes, avancer ensemble sur des projets communs. Est-ce qu'il y a d'autres raisons en termes de communication, par exemple, ce genre de choses? Tu dis, Daniel, que tu vas sur les conventions et tout ça. Le fait que tu y sois, ça permet peut-être aussi à d'autres associés de pas y être et puis de faire tourner aussi. Oui, c'est la prévention. Au niveau communication. En fait, je dis ça parce qu'en tant qu'auteur indépendant, souvent, la com, c'est ce qui nous prend le plus de temps. Les mails le matin, les conventions le week-end et l'écriture le soir, quoi. Mais en gros, c'est, je sais pas, 66% de communication, quoi. Tout à fait. On a d'autres éditeurs qui disent, à raison aussi, qu'ils arrêtent plus ou moins les conventions parce que quand ils ne font pas des conventions, au moins, ils écrivent, ils produisent. Voilà, ouais. Et c'est vrai qu'un week-end, non seulement c'est 2 jours en moins pour pouvoir produire, c'est aussi pas mal de fatigue qu'il va falloir récupérer. Donc c'est pas franchement productif. Mais on en revient toujours à l'aventure humaine. On a souvent des modes de communication un peu dématérialisés vu qu'on n'habite pas les uns à côté des autres. Ouais. Donc si on n'arrive pas à se retrouver physiquement autour d'une bière qui, d'ailleurs, à la chaux de fonds sont excellentes, on perd énormément du sel de l'aventure. Ouais, donc je préfère finalement prendre ma voiture, prendre Daniel en cours de route, pas que je l'oublie quand même. Oui, ça va bien, oui. Voilà, pour prendre un week-end et puis se voir, se poser, être à la rencontre du public aussi, avoir des retours, se confronter au regard des autres. Ah, la convention là-dessus, c'est quand même indispensable. Mais il y a l'aspect plaisir également, il ne faut pas oublier. Nous sommes au release depuis... je joue depuis que j'ai 12 ans, j'en ai presque 40 aujourd'hui. Je veux dire, il y a cet aspect-là qui est important également. Et puis, c'est pas totalement perdu. On teste des idées, on discute de projets. On rencontre des auteurs aussi qui peuvent éventuellement s'associer on échange, c'est très intéressant. Alors ça c'est clair. Mais je pense que vous avez cette vision-là de la convention parce que vous êtes nombreux, parce que vous êtes plusieurs dans les écuries d'Augiaz et que du coup vous pouvez faire tourner les effectifs. Quand on est auteur indépendant, je vous jure que les conventions ça devient difficile parfois. On peut pas toujours les faire d'abord. C'est toujours à soi-même de parler de son projet, donc on finit par s'en lasser aussi. Moi, je sais que ça fait 50 fois que je fais le même scénario en convention. Enfin, voilà, à la fin, ça devient un petit peu fatigant aussi. Alors on me dit, mais pourquoi tu changes pas de scénar? Parce que c'est celui-là qui fonctionne. Pour présenter le jeu, c'est, voilà. J'ai un jeu à secret, c'est spécial. Et donc voilà, c'est aussi d'intérêt, je pense, pour vous, d'être en collectif pour pouvoir faire tourner les effectifs. C'est vrai que c'est beaucoup plus drôle d'être à plusieurs. Je t'ai pas entendu, Daniel. C'est plus drôle d'être à plusieurs, c'est évident. Donc, c'est vrai ce que tu dis. Mais autrement, cette histoire d'indépendance que finalement je t'ai un petit peu coupé. Pourquoi particulièrement, en quoi est-ce que Daniel est indépendant vis-à-vis des écuries d'Augiaz? Tu vois ce que je veux dire? Parce que éditeur indépendant, pour moi, ça veut dire éditeur d'indépendant. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et ça me semble paradoxal, parce que la définition même de l'indépendance, c'est un auteur qui contrôle tout le processus d'édition, de l'idée du jeu jusqu'à sa distribution. Alors, est-ce que tu pourrais me répondre en quoi, par exemple, moi, si je m'associe un jour aux écuries d'Augiaz, je serais indépendant? Qu'est-ce que tu proposes pour tes auteurs? Alors, ça dépend. Il y a des auteurs qui ont déjà un produit presque clé en main, qui nous le proposent, parce que on a les techniques de fabrication, etc., le savoir-faire qu'ils n'auraient pas. Donc bien sûr, on va regarder les prix auprès des imprimeurs peut-être, les relations qui permettent d'imprimer les bouquins. Qui éventuellement d'ailleurs distribuer en magasin aussi. Oui, sans ces conseils d'ailleurs ne verraient pas le jour en magasin, seraient beaucoup plus chers et ne seraient pas viables. Donc ça c'est tout à fait possible. C'est toujours une rencontre quelque part, un peu comme un couple qui se forme. Les deux doivent faire des concessions. On essaie de respecter un maximum le travail des auteurs. D'ailleurs, il y en a un qui s'approche du stand. Heureusement, on ne le voit pas dans le podcast. Ah oui. Lionel Jeannera. Ça va, Lionel? Bonjour, le podcast. C'est un plaisir d'être à ton micro. Tu nous écoutes de temps en temps, je crois. Oui, je vous écoute
toutes les semaines, parfois même un peu au boulot, mais faut pas le dire. Lionel Jeanneret, donc, est un de vos auteurs associés. Donc là, Oui. il s'occupe de l'organisation de la convention, donc il ne peut pas vraiment participer à ce podcast. Qu'est-ce qu'il présente, lui, comme jeu pour les écuries d'Augiaz ? Rapidement. Je pense que c'est la meilleure des façons, c'est peut-être pas d'avoir mon point de vue, mais ce serait celui, le sien, c'est-à-dire que il demande en fait en quoi en on quoi a des auteurs indépendants. Voilà. En quoi les auteurs sont indépendants lorsqu'ils parce que les écuries d'Augiaz, t'es d'accord avec moi, Lionel, se présentent comme des éditeurs indépendants. Pour moi, ça veut dire éditeurs qui éditent des indépendants, ce qui me semble paradoxal de prime abord. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Oui. Ouais. Alors déjà, rapproche-toi bien du micro, c'est des micros unidirectionnels, il faut parler dans la mousse. d'accord. Voilà. Donc ils sont auteurs indépendants déjà sur Crime parce que c'est leur jeu. Oui. Ils l'éditent eux-mêmes. Ils l'éditent eux-mêmes. Ensuite, ils dans leur collection In Vitro, je la connais bien. J'ai écrit romance érotique et puis j'ai participé, enfin j'ai coordonné pour Forge Songe Billet Rouge. Ouais. Dans cette collection, ils donnent une liberté complète où au final on a l'indépendance de création. D'accord. Alors on n'a pas l'indépendance au sens cylindriftien où on s'occupe nous-mêmes de la distribution, les auteurs s'occupent de la distribution, d'impression, etc. Voilà. Donc on n'a pas ensuite, cette indépendance-là, mais par contre, on a l'indépendance de la parole, si j'ose dire. On a le droit de dire ce qu'on veut dans les jeux. Y a ouais, pas de, puis y a je pas peux de... aussi leur dire que c'est des méchants et tout devant eux sur un podcast. Non, il y a. Non, mais toi, tu as fait un article public sur Silent Rift pour expliquer pourquoi est-ce que tu avais choisi les écuries d'Augiaz. Oui. C'est pas parce que c'est des méchants. Mais effectivement, non, tu vas pas dire. non, Tu vas pas dire. Non, mais en c'était fait, de les éditeurs, l'humour. c'est des enfoirés. Ils m'exploitent. Oh, sauvez-moi. Ils ont enfermé ma femme, moi aussi. Ils viennent de dire ça. Non. Pas encore, c'est en cours. Non, le fait est que je travaille pas avec un éditeur, mais avec des amis. Donc je les connais. On a. Vous savez pas cette relation d'éditeur il faut dire qu'on a pas mal travaillé pour les Démurges en herbe 4, où ils étaient partenaires principaux. Et puis j'ai appris à les connaître à cette occasion-là. J'appréciais leur travail, le fait qu'ils nous ont laissé, ils ont parié sur un jeu gagnant d'un concours dont ils savaient rien, etc. Ils se sont beaucoup impliqués. Puis j'ai eu plaisir à travailler avec eux. J'ai pu me rendre compte qu'ils étaient sérieux. Et puis moi, au niveau des droits d'auteur, par exemple, comment ça marche avec eux ? C'est quoi ça ? Non. J'ai droit à des droits d'auteur. Oh, mais en terrible. Suisse, ça ne s'appelle pas de la même façon, c'est pour ça. Ah, d'accord, ok. Ça s'appelle des baffes. Donc je reçois des baffes. Une baffe par exemplaire vendu. Non, je sais plus exactement les chiffres. Alors pour le billet rouge, c'était négocié par rapport au concours. Ça a été, il proposait 20%, mais il fallait que Forge Songe fasse toute la maquette. Et finalement, nous, on a préféré leur redéléguer ça pour se concentrer sur l'écriture, les illustrations coordonnées, les Quand illustrations. Tu dis 20%, c'est pour nos éditeurs, peut-être c'est pas... 20% du prix TTC. D'accord. C'est-à-dire que l'auteur touchait 20% du prix TTC ? Non, les auteurs. Les auteurs, d'accord, ok. Ensuite, pour romance érotique, attention à ton micro. C'est moins parce qu'ils ont revu leur truc. Mais je touche la totalité, à part le travail relecture éditoriale, où c'est Jérémy qui s'occupe de ça chez eux. Mais tout le reste, c'est comme pour romance érotique, tout le travail de création, écriture et graphique ont été assurés par eux, par moi-même. Attends, par moi, enfin moi, je l'ai écrit complètement. Toi, t'as fait l'écriture, mais le graphisme et tout ça, c'est toi, t'as dessiné Non, c'est Maud Chalmel. D'accord. Donc elle s'est illustrée notamment sur les couvertures du Souffre-Jour. C'est une illustratrice de talent. J'ai
travaille avec elle donc au souffre-jour. Et puis j'ai laissé une certaine liberté. En fait, on l'a créé à deux. À ce deux, jeu. ouais, finalement. Il y a deux auteurs, quoi. Il y a toi et la graphiste. Voilà. Alors Lionel, 30 secondes. Donc je dois bientôt retourner à l'accueil. Ah mince. Mais j'aimerais bien que tu nous présentes Romance érotique rapidement. Alors Romance érotique, c'est un jeu pour couple. Ouais. Pour moi, c'est un... Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est juste vendeur. Moi, je l'ai d'abord créé pour moi-même. Ouais. C'est un jeu de rôle que j'ai créé pour moi-même, pour pouvoir y jouer. Ensuite, c'est pour moi le premier jeu de rôle que j'ai écrit de A à Z. Ouais. J'ai participé au Souffre-Jour et j'ai participé aussi à d'autres créations. Mais c'était aussi une manière de montrer que les techniques pouvaient être au service dans le jeu de rôle d'autre chose que du plaisir. Enfin si, quelque part c'est le plaisir, mais d'une autre forme de plaisir, mon cher Lionel. Tout à fait. Non, mais le jeu de rôle, pour moi, j'utilise en classe le jeu de rôle. Oui. Je vois aussi qu'il y a des psychologues qui l'utilisent. Pourquoi pas l'utiliser pour créer une atmosphère favorable dans un couple. Tout à fait. Donc le jeu, il a l'air mine de rien comme ça, c'est 32 pages, et les gens peuvent se dire c'est court. La thématique, le système est relativement simple, mais c'est un travail, un jeu qui a demandé beaucoup de travail, de conceptualisation, et surtout éviter que tout l'aspect érotique vienne parasiter la narration. Et alors que moi, mon objectif, c'est l'inverse. C'était que les gages, que le jeu, les aspects hors jeu, parce qu'il y a des gages, il y a un système de ruban, donc il y a une espèce de symbolique du déshabillement de l'autre. Donc tout ça, c'est présent. Des gens pensent que ça se rapproche du GN. Pour moi, pas du tout. Tous ces éléments du système participent à l'ambiance qui permet de vivre au mieux l'histoire, comme par exemple dans un jeu horrifique, on va tamiser la lumière, ça met en condition les joueurs pour créer au mieux la chose. Dernière question, après je te laisse. Non, tu vas pas te barrer comme ça. C'est par rapport à l'indépendance, c'est-à-dire que toi tu as développé une partie de ce jeu de rôle avec nous sur Silent Drift, et puis un jour tu nous as dit écoute, moi, j'ai décidé de faire éditer chez les écuries de jazz. Qu'est-ce qui t'a motivé ? Raconte-moi tout ce que tu me racontais hier soir en préparation du podcast. Il y a un grand nombre de choses. Alors, vas-y, rapidos. Donc, pour moi, l'indépendance, elle avait surtout l'intérêt de pouvoir faire le jeu comme j'ai envie, exactement comme j'ai envie. Ouais. Il se trouvait que en étant tout seul, je pouvais pas faire le jeu exactement comme j'avais envie. Notamment, je voulais de la couleur complète. Avoir un éditeur, c'est plus de ventes, donc c'est plus facilement avoir des plus grosses impressions, etc. Donc des prix. Je voulais aussi du matériel. Tout seul, ça aurait été difficile. Ouais. Eux, dans leur collection in vitro, ils avaient déjà des collectors avec du matériel. Ouais. Voilà. D'accord. Et tu parlais aussi de truc. Dernier truc, c'est le fait que l'indépendance, l'intérêt aussi, c'est d'être directement avec son lecteur. Ouais. D'accord. Et puis que c'est vrai que quand c'est un truc de romance érotique, comme c'est assez intime, finalement, ça perd un peu de son intérêt d'être avec son lecteur directement. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'était un argument intéressant, je trouvais. Oui. C'est qu'il y a jamais personne qui va se vanter d'avoir acheté romance érotique. Enfin, il y en a, mais et puis une communauté. Enfin, c'est un jeu qui se joue dans l'intimité. Voilà. Donc c'est peut-être. Et puis on a besoin de c'est pas discrétion pour l'acheter, etc. On n'a peut-être pas forcément envie que l'auteur du jeu sache qu'on joue à son jeu dans ce genre de cas. C'est un petit peu comme les gens qui achètent des pornos, quoi. Ils n'ont pas envie d'acheter à leur famille des trucs comme ça. Ils ont envie de. Mais romance érotique n'est pas pornographique. Alors je sais bien, Lionel, excuse-moi, mauvais exemple. Mais c'est comme, en tout cas, quand tu consommes ce genre de produit, t'as pas forcément envie que les gens dont t'es proche. Romance érotique, on y joue. Nickel, c'est bien, bravo. Bon, je vous laisse. Bonne fin de podcast. Ouais, à plus. Non mais parce que c'est vrai que je me suis mal exprimé parce que j'allais un petit peu trop vite vu qu'il se barrait, mais ce que je voulais dire c'était que c'est pas le genre de jeu où t'as forcément envie que l'auteur il sache que tu le lui as acheté, ou tu vois, il y a une genre de pudeur, alors que dans un magasin ça s'achète plus facilement. C'est sûr. La personne on la connaît pas, puis voilà quoi. Donc ça, pour lui c'était intéressant aussi d'être édité à ce niveau-là. Exactement. L'argument principal ça reste quand même il a un boulot, il a des tas de projets, Lionel. Et il me disait hier, parce que c'est vrai qu'il n'a pas pu en parler là, mais c'est
par exemple, le temps que moi, personnellement, je consacre pour Sens. Il a dit, non, mais moi, la communication, tout ça, j'ai pas le temps de le faire, donc je préfère laisser les écuries d'Augias, dont c'est le métier, le faire, et puis voilà. Parce que ce qui l'intéressait dans l'indépendance, finalement, Lionel, c'était uniquement le côté, j'ai envie de faire ce que je veux et de dire ce que je veux. Or, comme vous l'avez pas censuré, comme vous lui avez pas dit change ça parce que ça va pas aller, etc., il a trouvé son compte chez vous, quoi. C'est Yann. Je voudrais apporter un modérato parce que Lionel n'est pas représentatif forcément des auteurs auxquels on fait appel. D'accord. Là, c'est le prototype de l'auteur indépendant qui vient avec un projet déjà bien ficelé. Ouais. On a simplement un cahier des charges techniques à lui proposer, un droit de regard, mais pas sur le contenu, vu que le contenu, on était conquis. Par contre, Daniel intervient différemment. Pour l'instant, il écrit sur des projets qui, à la base, ne sont pas ses propres idées. Il a un cahier des charges aussi sur le fond. Et donc, son point de vue sera également très intéressant, je pense. Alors là, toi, par contre, Daniel, du coup, tu n'es plus du tout indépendant. Alors, c'est vrai que je n'ai pas une latitude de travail qui est totalement libre. D'accord. J'ai effectivement un cahier de charge, c'est-à-dire que je dois respecter un certain nombre de consignes. D'accord. Personnellement, ça ne me dérange pas particulièrement. C'est un exercice de style. Disons que ça s'imposait de soi-même à cause de la nature même du travail qu'on me demandait. Je devais écrire des nouvelles d'ambiance pour un jeu qui étaient préexistants et pour lesquels on me demandait de respecter un certain nombre de critères de personnages, de critères de date, de critères de lieu. Et également au niveau technique, un critère qui m'a assez perturbé par manque d'habitude, je pense, c'est les consignes qui sont reliées aux signes, au nombre de signes. Ah oui, que je dois fournir. C'est pas évident ça. Et je l'ai notamment vu lors de la rédaction de mon scénario. Je suis parti d'abord dans un délire lyrique assez intéressant et je me suis retrouvé très rapidement au maximum de signes auxquels j'avais droit, alors que je n'étais même pas arrivé à la moitié de ce que j'avais prévu de faire. Et donc j'ai dû retravailler, mais c'est très formateur, j'ai dû retravailler mon travail de façon beaucoup plus cadrée, beaucoup plus mais tu vois, concise. Au final, t'as pas fait ce que tu voulais faire. C'est là, attention, il y a plus d'indépendance. C'est vrai que je l'aurais sans doute fait autrement si j'avais eu plus de latitude au niveau des signes. Mais au niveau de l'invention elle-même, de la création, de la créativité, les personnages sont les miens. Les aventures qu'ils vivent, c'est moi qui les ai créées. J'ai juste eu le monde dans lequel le faire évoluer. Mais tu vois, peut-être que la forme que tu voulais lui donner, ce lyrisme et tout ça, ça faisait aussi partie du message que tu avais envie de transmettre. Et du coup, la limitation de signes, t'as peut-être aussi limité malgré tout. Probablement, mais je trouve qu'il était... C'est toi qui l'as limité en termes de signes, Yann? Pour quelle raison est-ce que vous aviez des limites en termes de signes et tout ça? Alors c'est moi qui l'ai limité. Après, je te redonne la parole, Daniel. Je suis vraiment un affreux Jojo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'occupe donc de la collection Carnet de crime. Ouais. Donc c'est une collection où vraiment la pagination est importante, puisque elle influence le prix. Et donc au niveau du signage, on est vraiment limité. Et donc, je trouve que c'est justement intéressant d'associer Daniel à ce projet, parce qu'en lui permettant de voir aussi l'autre côté de la fabrication, c'est-à-dire lui dire, ben voilà, c'est un cahier, c'est un multiple de 8 pages. Si tu dépasses, il va falloir faire un nouveau cahier et le budget va être revu à la hausse. Peut-être qu'on va perdre la clientèle et ainsi de suite. Ça lui permet de comprendre que le signage, c'est vraiment super important et il faut se cadrer par rapport à ça. Forme de réalisme, quoi. Donc oui, c'est la ratio economica vs le lyrisme. De façon, il est illusoire de penser qu'on peut travailler dans une liberté absolument complète et totale. Je pense que ça, c'est pas possible. Il y a un certain nombre un équilibre à atteindre. Et dans les paramètres de cet équilibre, je pense qu'il y a ces consignes-là. Et de toute façon, je suis pas d'accord avec toi. Les élagages que j'ai dû faire, je dois reconnaître que certains, je les ai beaucoup regrettés, mais d'autres, sérieusement, c'était. Moi, je suis vraiment pas d'accord. Des choses que j'aurais pu couper. Je suis pas d'accord avec toi. Alors, l'intérêt d'être avec un éditeur aussi, juste un truc, c'est que par contre, tu as des relecteurs, tu as des relectures, tu as un travail aussi de validation collective qui est intéressante. C'est vrai que, comme tu viens de le dire, Daniel, parce que en fait, je voudrais rebondir sur ta dernière phrase et après, je voudrais critiquer la précédente, c'est que il y a, parfois aussi, on part dans un lyrisme incompréhensible pour les autres, qui nous parle à nous, mais voilà, et l'éditeur est là aussi pour prendre du recul et nous dire attention, là tu vas peut-être trop loin, tu sors de la gamme, ou tu sors de l'esprit du jeu, etc. Donc là-dessus, c'est vrai que ça peut être intéressant. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est vis-à-vis de la liberté, en fait. Moi, je pense au contraire
que quand on est indépendant, l'idéal c'est d'avoir totale liberté, même y compris au niveau des signes, y compris au niveau de la forme du jeu. C'est-à-dire que si après tout tu veux que ton jeu il se présente sous la forme d'une statuette sculptée avec les trucs écrits dessus, tu peux le faire. Un éditeur va dire mais non mais c'est invraisemblable, c'est absurde de présenter un jeu de rôle sous la forme d'une statuette avec des écritures sculptées dessus. Là, ça va pas se vendre dans un commerce ou tu vois, c'est un petit peu comme ce qui s'est passé pour Nobilis où les mecs de 2D sans face se sont retrouvés un peu piégés parce qu'ils avaient le format carré et que du coup ça rentrait pas dans les rayonnages des jeux de rôle. Et on leur a dit c'est un peu compliqué, etc. Mais en fait, moi je trouve qu'ils ont eu raison de faire ce qu'ils ont fait, de choisir leur format, d'un carré parfait en fait, pour des dieux conceptuels comme les impérators et toutes les choses dont ils parlent dans Nobilis. Je trouvais ça intéressant. Pour moi, en fait, on ne doit pas se brider, on ne doit pas s'auto-censurer. Tu vois, Daniel ? Oui, je comprends. Oui, effectivement, et toi, tu dis la liberté est illusoire, mais je ne vois pas pourquoi. Personnellement, oui, je dois reconnaître que je me suis senti frustré sur certains points, mais le jeu en valait la chandelle au final. D'accord. Et ce que j'ai retiré de ce que j'ai fini par faire, le travail sur moi-même que j'étais contraint de mener, l'exercice de style, ça m'a fait avancer quelque part. Ça fait penser un peu au courant littéraire de Loulipo, qui disait que c'était dans les contraintes que l'écrivain se dépasse et écrit le mieux. Ou alors les gens qui disent aussi finalement quand on est pauvre on a des idées, on n'a pas le choix quoi. Quand on n'a que 80 signes, on doit choisir le meilleur vocabulaire possible pour parler de tel personnage. C'est ça que tu veux dire ? Le point c'est que j'ai appris plein de choses. J'ai appris à faire un certain nombre de choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Je n'avais jamais travaillé dans l'édition auparavant. J'ignorais quelles étaient les contraintes, bien que je me doutais un petit peu que ça pouvait exister. Mais Excuse-moi, Daniel. J'ai perdu le fil, excuse-moi. En fait, dans un monde idéal, est-ce que tu ne crois pas que justement ces contraintes devraient disparaître ? Dans un monde idéal, pour très certainement, oui. Non, mais... oui, bien sûr. Il est à nos portes ce monde idéal, c'est pas... D'ailleurs, regarde, par exemple avec Lionel, vous n'avez pas fait d'exigence de signes par rapport à romance érotique. Yann ? Si, il y avait quand même le format in vitro, mais c'est un format relativement large, ça va de 32 à 80 pages, donc là, c'était difficile pour lui de dépasser. Tu lui as dit, là, il y a trop de signes ce genre de choses à Lionel ? Alors non, par rapport à ce qu'il nous a livré, c'était déjà parfait. C'était déjà parfait à ce niveau-là. Ouais. Après, il y avait le travail de mise en page et ainsi de suite, donc qu'on a dû le faire Daniel. avec lui. De toute manière, tant que le monde sera commercial, il ne sera pas idéal. Donc personnellement, c'est l'idée que j'ai. Donc tant que nous devrons répondre à des critères, donc mes éditeurs, mon éditeur adoré, sera obligé de répondre à des critères qui sont des critères de vente et de commerce. Les créateurs, dont il fait partie, lui d'ailleurs lui-même, il a eu ses propres contraintes aussi. À mon avis, ce ne sera pas idéal. D'accord. Nous, c'est un petit peu l'idée contre laquelle on lutte avec Silent Drift en tant qu'auteur indépendant. Nous, justement, on rejette et on refuse, en tout cas moi, je sais pas, en fait, je parle souvent au nom de Silent Drift alors qu'en fait, c'est juste des gens qui vont sur un forum au final. Il n'y a pas vraiment une collectivité. Mais en tout cas, moi, personnellement, si j'ai adhéré à l'indépendance, c'est parce que je refusais ce genre de contraintes, justement. Et moi, je m'en fous complètement qu'on vive dans un monde commercial, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui compte, c'est de faire mon jeu tel que j'ai envie qu'il soit au final. Et puis, voilà. Bon, après, il y a des contraintes du genre les prix d'impression, etc. Mais ça déterminera juste le prix du produit final. Puis après, il y a toujours moyen de s'arranger avec des relations. Moi, je te fais imprimer chez un imprimeur en bas de chez moi. Je suis sûr qu'il y a moyen de s'arranger sur les prix. D'ailleurs, on s'est déjà arrangé. Tu vois ce que je veux dire ? Donc bon, ça, cette histoire de limitation et tout... ce serait... c'est un vaste débat de toute manière, un débat qui est constamment alimenté d'ailleurs. Et je suis bien que nous soyons antagonistes ici dans cette discussion que nous avons, je ne suis pas persuadé que ni que tu aies tort d'ailleurs, ni que tu aies forcément raison, ni moi d'ailleurs. Je pense qu'en fait ça se tient bien ce que tu dis. Ça en fait, ça s'apparente à une forme de réalisme en fait ton propos. C'est-à-dire de dire, aujourd'hui on vit dans une réalité qui est comme ça, avec des éditeurs qui doivent malgré tout vendre. On a besoin d'une industrie, enfin entre guillemets industrie, avec un I minuscule on va dire. On a besoin quand même d'un commerce du jeu de rôle. Et donc moi, Daniel, je suis réaliste et je dis, voilà, il faut que ça existe, donc j'adhère à cette production-là. Et voilà, j'y adhère parce que j'y retrouve mon compte. Parce que tu trouves ton compte aussi. Voilà. Je trouve que c'est intéressant de travailler dans les contraintes de l'édition. Ce que je reprends, ce que je gagne là-dedans, finalement, on balance ce que je peux y perdre malheureusement. D'accord. Bien que je ne sois pas content d'y perdre quoi que ce soit. Voilà, c'est là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, c'est jamais bien de perdre quoi que ce soit, y compris quand c'est de la liberté. Mais quand on perd un peu, mais qu'on gagne beaucoup, au final, on se dit, on sort gagnant quelque part. D'accord. Yann. Je vais peut-être essayer d'opérer une synthèse. Comme ça, au moins, on aura
réussi peut-être à dissiper l'antagonisme. C'est, j'aurais parfaitement le même avis que toi, Romaric, au début. Quand avec Crime, avec 1 300 000 signes, on m'a jamais vraiment donné de contraintes parce que l'éditeur, de toute façon, n'avait pas les tenants et les aboutissants. Donc j'ai eu carte blanche, j'étais très content. Par contre, sur les autres projets où j'ai commencé à faire la maquette de ce que j'avais fait, je me suis aperçu que c'était super compliqué quand je dépassais des signes de faire tout rentrer. Je pestais contre moi-même. Je me suis auto-flagellé. Après, quand il a fallu établir les budgets en fonction du nombre de pages et de négocier, par exemple, le prix de vente, etc., c'était un imbroglio pas possible. Et là, je me suis dit, en tant qu'auteur, maintenant que tu as vu toute la chaîne jusqu'au bout, ça vaut peut-être le coup de réfléchir sur ta façon d'écrire et de faire peut-être les coupes nécessaires dont Daniel parlait tout à l'heure. Et justement, c'est ça un peu la quête de l'indépendance, c'est de réussir à arriver à un modèle qui soit économiquement viable, tout en faisant les projets tels qu'on souhaitait le faire. Parce que là, personne ne nous interdit de faire un ouvrage de 500 pages, format A2, mais on sait qu'à la fin, si on veut vraiment que ce soit en boutique ou dans les étagères d'une bibliothèque ou d'un CDI, on aura les contraintes de rangement, qu'il faut vraiment réfléchir à tout. Le prix public aussi, on ne veut pas s'aliéner aussi à un public qui, entre 45 et 40 euros, va tiquer en disant « j'ai pas forcément envie de mettre les 5 euros supplémentaires ». Donc on se censure également à ce niveau-là. En ce moment, je suis en train de mettre la dernière touche à Néant, donc qui est le 3e opus de Sens, et je pense à un truc tout bête, là je viens de penser en t'écoutant. Je me limite à 300 pages sur le bouquin, parce que tu sais pourquoi ? Parce que dans les colis de la Poste, pour avoir le colis à 1 kg, tu sais, le colis rectangulaire, eh ben, il faut que le livre fasse 300 pages, parce que s'il en fait plus, eh ben, ça dépasse, et du coup, je ne vais pas pouvoir utiliser ce service, et donc je perds énormément de possibilités d'envoi. Et tu vois, eh ben là voilà, une contrainte technique. Daniel, je t'apporte de l'eau à ton moulin. Voilà. Tu vois, je suis sympa comme antagoniste quand même. Bah, écoute, c'est un antagonisme très amical. Ouais, voilà, c'est ça. Là, du coup, j'essaye de me limiter à 300 pages pour éviter de pas pouvoir envoyer mon livre sous ce format. Parce que je sais très bien que sinon, ce sera pas viable. Donc effectivement, je suis d'accord avec ta synthèse est très bonne, Yann. C'est-à-dire être indépendant, c'est aussi savoir moduler entre les deux. Bon, maintenant, moi, je suis un extrémiste. C'est-à-dire que je tire la couverture vers l'indépendance toujours dès que je peux pour qu'au final, cette synthèse soit effectuée dans le bon sens. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que j'ai envie de dire que l'indépendance, c'est un peu comme un curseur qu'on déplace entre la liberté et le réalisme. Tu vois ce que je veux dire ? Et bon, moi, j'essaye d'être extrémiste pour amener les gens à se réveiller, à s'éveiller, on va dire, et de les amener à plus de liberté contre le réalisme. Mais bon, je suis d'accord avec toi que ta synthèse, elle est excellente. Alors cette notion de curseur, elle est intéressante aussi, parce que pour l'instant, dans le cas de Daniel, en tant qu'auteur chez nous, c'est plus le curseur du réalisme, il a un cahier des charges. Mais là où le curseur va vers l'indépendance, c'est sur le projet qu'on ne nommera pas, parce que la vie de sa femme en dépend. D'accord, ouais. Je lui avais commandé des nouvelles, parce que j'avais vraiment envie qu'une autre plume que la mienne soit sur le jeu, un autre regard. Il était vraiment l'homme de la situation. Et malheureusement, sa nouvelle était tellement bonne que je lui en ai commandé plein d'autres. Et il a développé finalement la vie du personnage qu'il avait créé à la base, comme il le souhaitait. Et ça, c'était vraiment le premier pas vers l'indépendant. J'ai explosé le signage, hérésie de ma part, parce que finalement, ça collait parfaitement à ce que je souhaitais, mais ce que je n'avais pas mis dans le cahier des charges de départ. Et c'est vrai que je n'en ai jamais rien su. Les problèmes de signage, je n'ai commencé à les connaître réellement que lorsque je me suis mis à mon deuxième projet avec les écuries d'Augias, à savoir donc le scénario de Crime. C'est vrai qu'il ne m'a pas limité sur le signage dans mon premier projet. Qu'est-ce que c'est le signage pour nos auditeurs qui seraient tout à fait néophytes ? C'est le nombre de caractères que je peux atteindre dans un texte donné. D'accord, ok. Voilà. Parce que jusqu'à maintenant, tu parlais de limitation de signes, et là, tu emploies le terme technique. Donc. Oui. Ok, d'accord, très bien. C'est vraiment intéressant tout ça. Nous, on se pose aussi beaucoup la question avec la cellule de savoir jusqu'où est-ce que finalement il n'y a pas d'éditeurs professionnels en France. Parce que finalement, tous les éditeurs, ou presque, éditent leurs propres jeux. Tu vois, par exemple, John Doe, je prends un exemple de John Doe. Pour moi, vous me faites vachement penser de l'extérieur. Hein. Les écuries d'Augias me font beaucoup penser à John Doe. Parce que vous êtes une collectivité de potes et qui sortent leurs jeux, en fait, qui s'entendent entre eux, avec dans une entente parfaitement amicale, pour sortir vos propres jeux Et ça me fait penser à ça. Et là, du coup, on est toujours en train de se dire, mais est-ce que c'est des éditeurs pros ?
Alors oui, vous êtes professionnel dans la mesure où la qualité de vos produits sont excellentes. Mais est-ce que vous êtes ces éditeurs contre lesquels se bat Silent Drift ou pas? Et tu vois, vous avez un curseur quand même vers la liberté qui est vachement élevé, quoi. Et puis en plus, j'adore parce que, enfin, on pourrait s'attendre à ce que toi, Yann, tu fasses de la censure vis-à-vis de Daniel quand il parle de ses contraintes et tout, surtout quand il parle à un anarchiste comme moi. Et en fait, non, pas du tout. Tu dis, bah, oui, vas-y, raconte comment on t'exploite, mais en même temps aussi comment on te laisse de la liberté. Enfin, c'est vachement. Je suis bluffé là. J'aime bien votre liberté d'expression. Ça ne s'est jamais présenté réellement parce que jusqu'à présent, ce que j'ai fait, il y a toujours convenu. Mais je suppose que si jamais on était en désaccord sur tel ou tel point, on ferait comme on fait d'habitude. On en discuterait. On finirait par tomber d'accord sur quelque chose parce que. Se dresser l'un contre l'autre, je vois pas à quoi ça avance. Se tenir campé l'un sur ses positions, l'autre également, je vois pas en quoi ça peut faire avancer un projet. Donc je suppose que dans ce cas-là, il y aurait dialogue et qu'on discuterait et qu'on finirait par tomber d'accord fatalement à un moment ou à un autre. Très bien. Sur Yann, je t'en prie, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je pense l'intérêt de l'indépendance aussi, ce qui me pousse également à continuer des gammes comme Crime. Crime, je n'ai pas écrit dessus depuis très très longtemps. Parce que les 4 ou 5 derniers ouvrages, des carnets de crimes, des petits scénarios indépendants, ils ont été écrits par 4 ou 5 auteurs différents qui ne viennent pas des écuries d'Augias et qui se sont appropriés ce que j'ai créé à l'origine. Donc c'est déjà merveilleux pour moi. Et c'est un peu comme un enfant qu'on laisse au moment, sortir de l'adolescence, voler de ses propres ailes, faire ses propres expériences. Et c'est toujours intéressant d'avoir des différents niveaux de lecture. C'est là où l'œuvre vous échappe complètement, est reprise par d'autres. Et puis finalement, vous n'êtes plus là que pour laisser un cadre plus ou moins vague. Ça me fait penser, tu sais, à ces moments où on connaît un film par cœur, puis un jour on le montre à un ami et on le redécouvre parce qu'il est à côté de nous à le regarder aussi. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, en fait, finalement, tu redécouvres les potentiels de ton jeu. Est-ce que tu peux nous parler de Crime rapidement? Un petit peu quand même pour nos... Parce que depuis tout à l'heure, on en parle, mais on n'a pas vraiment présenté le jeu. Bon, je pense qu'ils auront fait leurs recherches sur Internet déjà, mais bon. Alors Crime, de façon très technique, froide et objective, c'est un jeu de rôle d'ambiance horrifique, d'enquête qui se déroule à la Belle Époque. C'est une ambiance, une culture très française. Ça se déroule à Paris, 1880-1914. On joue soit des enquêteurs professionnels ou alors de simples kidams qui doivent, pour une raison X ou Y, enquêter sur des meurtres souvent crapuleux, assez ragoûtants, peu ragoûtants. C'est du thriller à la belle époque. Voilà, tout à fait. C'est très très réaliste à la base, mais souvent il y a un point de non-retour lors du scénario où on bascule dans un fantastique, mais un fantastique qui n'est pas normé, ce n'est pas une mythologie. Si je cite Vidocq par exemple, comme exemple... Alors le film et sa mise en scène, j'espère pas, mais c'est un peu l'esprit quelque part. C'est les mystères de Paris, c'est les feuilletons qu'on avait feuillade. C'est aussi du fantastique à la Maupassant, le hors-là, on a du mal à le définir. C'est subtil, c'est souvent hors-champ, et souvent il y a des interprétations différentes à la fin des scénarios. C'est vague, il n'y a pas une explication. Il n'y a pas vraiment une explication à l'horreur. Chacun se fait à la fin du scénario. On disait ça en préparation du podcast, qu'en ce sens c'était du vrai fantastique, parce que il n'y a pas à la fin une explication. Genre c'est Cthulhu qui a provoqué l'événement. Non, là c'est peut-être le gars qui était fou. Oui. Peut-être c'est toi en tant qu'enquêteur qui a imaginé que les choses sont bien plus horribles qu'elles ne le sont en vérité. C'est souvent le cas d'ailleurs. Parce que c'est vrai que la psychologie des personnages prend une ampleur extraordinaire dans ce jeu. C'est même elle qui guide pratiquement les joueurs et les personnages donc dans les actions qu'ils commettent, et le plus souvent c'est catastrophique parce qu'ils sont menés jusqu'au bout du rouleau eux-mêmes par les actions qu'ils font collectivement quand ils interagissent avec le milieu. C'est vraiment intéressant ça. Je pense que ce jeu, quand finalement une partie fonctionne bien, c'est un jeu où le meneur peut aller se faire un café pendant un quart d'heure parce que les joueurs vont parler entre eux, soit de l'enquête ou de leurs petits problèmes. À un moment donné, je me souviens sur un scénario avec des pré-tirés, il y avait un vaudeville. C'est l'employé de l'agence de détective qui couchait avec la femme du patron. Et pendant une demi-heure, les joueurs sont restés sur ce vaudeville, ont complètement oublié l'enquête. Et là, on s'est dit, on est vraiment arrivé dans un autre registre du jeu de rôle, où c'est plus le jeu à mission, c'est le jeu, les personnages, leurs petites intrigues secondaires, leur vie finalement quotidienne. Mais quelle réussite, ils se sont fait plaisir. Les joueurs se sont amusés pendant un quart d'heure à faire autre chose, certes, mais et nous, on a pu faire du café. Oui. Alors ça c'est un autre point sur lequel que je voudrais aborder avec vous. C'est nous par exemple en tant qu'indépendants, il y a aussi l'idée que le système du jeu
va servir, au niveau de ses mécaniques, au niveau de la manière dont il se met en place, va servir aussi les propos de l'auteur. Alors, toi, par exemple, dans le système que tu as proposé avec Crime, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as orienté ton système, par exemple, vers le fantastique? Et comment est-ce que tu as fait? Pour nous parler un petit peu du système de Crime aussi. Comment ça fonctionne? Alors déjà, je n'aime pas les jeux qui ont des systèmes génériques qui sont plaqués sur l'univers. Je n'aime pas les... Est-ce que tu n'aimes pas les gens qui changent les règles, par exemple? Ah si, c'est très bien ça. Par contre, adapter un système générique sur un jeu qui forcément ne s'y prête pas, ou vraiment faire du jeu pour des règles et pour des dés, ça j'ai un peu de mal. Et à l'inverse, je n'aime pas non plus les jeux où finalement ça n'est que du narratif, où il n'y a pas un mécanisme de règles qui intervient à un moment donné. Pour moi, le système de jeu fait vraiment partie de l'univers, doit être à son service. D'accord. Et je raisonne beaucoup en termes de gameplay. Ça doit être peut-être le joueur de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il faut vraiment un mécanisme, il faut un rouage derrière une programmation. On veut dire une physique de l'univers. Tout à fait. Tout à fait. Il y a vraiment des règles à instaurer qui permettent de pousser plus loin l'interprétation. D'accord. Alors tu vois, par exemple, pour l'indépendant que je suis, une chose qui est importante, c'est que ce soit l'auteur du jeu qui crée lui-même ses règles de jeu et son système de jeu. Parce que dans le système, tu vas aussi diffuser des messages. Bon, je prends un exemple à la con. Imagine, par exemple, tu as une fiche de personnage où toutes les règles sont faites pour le combat, où les personnages ne sont définis que physiquement ou par la violence. Ton jeu, il amènera forcément les joueurs vers la violence. Un jeu que je cite souvent comme exemple, c'est le jeu Prosopopée de Frédéric Sintès. Dans ce jeu, il n'y a aucune mécanique violente possible parce que la fiche de personnage, le système en général, t'oblige à ne pas utiliser la violence. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, le système et le propos du jeu sont une seule et même chose. Et du coup, est-ce que dans les écuries d'Ogias, ça arrive parfois, comme chez John Doe par exemple, que ce soit un gars qui fasse l'univers et un autre qui fasse le système? C'est extrêmement rare et souvent ils travaillent de concert. C'est d'ailleurs de façon générale. John Doe aussi d'ailleurs, ils travaillent de concert. C'est également pour les illustrateurs la même chose. C'est-à-dire qu'on doit travailler ensemble. Celui qui va faire la mécanique de règles, si l'auteur ne sait pas la faire, et celui qui va illustrer ont différents langages. Et à un moment donné, ils doivent traduire ce langage ensemble pour arriver à converger vers le même message et éventuellement enrichir le message de l'autre. C'est-à-dire que l'auteur peut avoir un propos particulier et le rôle de celui qui va faire le système est de le transcender et de le mettre en route quelque part, de le dynamiser. Daniel, toi tu t'occupes des systèmes de jeu parfois? Pas du tout. Tu fais de l'écriture d'univers surtout? Oui. C'est ce qui avait l'air de transparaître. Pour l'instant c'est sur ça que je travaille, oui. D'accord, ok. Bien. Ah non, si c'est bon. Je croyais que le micro s'était arrêté. Ok, et puis dernière question, c'est par rapport à Minuit 10, qui est votre pignon sur Internet, si j'ose dire. J'allais dire pignon sur rue, mais... Alors, comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu pour nos auditeurs? Alors... Bon, je vais demander à l'esprit de Christophe qui s'en occupe de m'habiter, de venir de Saint-Étienne jusqu'ici. Minuit 10 c'est une boutique en ligne sur Internet où nous proposons énormément de références de jeux de rôle, pas forcément les nôtres. D'accord. Il y a également des grosses cylindrées. Mais il y a aussi des jeux plus indépendants, plus confidentiels, qu'on essaie de mettre à l'honneur également. Il se définit comme boutique militante, c'est ça? Oui. Ouais. C'est-à-dire que dans l'idéal, on essaie de faire en sorte que certains jeux qui ne seraient pas dans d'autres boutiques en ligne ou des boutiques en dur puissent y être représentés. Et c'est celles qu'on essaie de mettre vraiment en lumière. Alors bien sûr, on est un peu le cul entre deux chaises, parce qu'en proposant par exemple vraiment des gammes qui sont très porteuses, on a un côté économique. Ça, c'est pour faire tourner la boutique. Attention à ton micro, mon cher Yann. Mais ça permet aussi justement de donner une place à ces jeux plus indépendants, plus confidentiels. Et on a un système également où les personnes peuvent adhérer à Minuit 10 et à pouvoir avoir donc quelques pourcentages de remise. Mais bon, ça n'est pas forcément quelque chose de propre à Minuit 10. D'accord, ok. Une espèce de carte de fidélité finalement. Plus ou moins. Oui. C'est l'idée de Christophe, si j'ai bien compris, c'est de mettre Warhammer et AD&D à côté de Sens pour que les gens découvrent Sens en même temps qu'ils achètent AD&D, si j'ose dire. C'est de faire découvrir aux gens des jeux qui ne sont pas forcément mis en lumière dans les grands magasins. Enfin, dans les grands magasins.
dans les magasins de jeux de rôle et de les mettre en avant. C'est ça son militantisme en fait. Oui, je pense que dans les rayonnages de Minuit 10, il est beaucoup plus simple de voir un sens à côté d'un Warhammer que dans des boutiques en dur où on va voir un rayon Warhammer complet et un sens qui sera remisé peut-être derrière, je sais pas moi, un grand flyer pour Magic ou quelque chose comme ça. D'accord, ok. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Est-ce qu'il y a des choses dont vous voudriez parler? Parce que là déjà c'est intéressant. Bon, maintenant il y a plein de points sur lesquels moi je suis en désaccord avec vous, hein, mais c'est intéressant d'avoir votre avis d'éditeur et de. Quand Lionel m'a appris que Romance érotique serait édité par vous, au début j'étais déçu parce que en fait le truc c'est que sur Silent Drift on travaille en collectif et puis c'est pour logiquement aboutir à des jeux indépendants. Quand tu nous as dit bah ouais finalement je refuse l'indépendance et puis je vais chez les écuries d'Ogias, puis il nous a annoncé tout un tas d'arguments qui se tenaient, hein, et il y avait rien à dire. Mais mine de rien je me suis dit c'est dommage parce que c'est tout un travail qui a été fait, qui aurait pu donner lieu à un jeu indépendant et finalement il sera édité. Bon, vous avez une belle éthique et tout. Heureusement, le jeu de rôle, parce qu'il y a aussi, comment il s'appelle, Ludovic Papaïs, oui, qui est un éditeur qui édite des jeux anglo-saxons, américains. Narrativiste. Qui nous a dit, narrativiste. J'aime pas trop ce terme-là, mais je vois ce que tu veux dire. Qui nous a dit mais vous sur Silent Drift entre guillemets, c'était exprimé avec les formes, hein, mais vous avez tendance à voir les éditeurs comme des monstres froids et insensibles et horribles. Et bon, Yann n'a pas l'air d'être un monstre froid, insensible et horrible. Je suis très chaud. Si, Daniel non. Non, il est très très bien et surtout il tient ma femme en otage, donc non, il est parfait. Oui, on a partagé le même canapé cette nuit en plus. C'est pas non plus ce qu'on dit, enfin je pense pas, c'est-à-dire que mais bon. C'est bien que des éditeurs comme vous mettent le curseur vers la liberté plutôt que vers le commercial. Et nous, on est là pour être l'extrême qui. Bon, il y a des tas de gens qui vont voter Mélenchon aux prochaines présidentielles uniquement pour que la France soit plus à gauche, pas uniquement parce qu'ils ont envie qu'il soit au pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple. En tout cas, moi, j'encouragerais cette forme de. En tant qu'éditeur de romance érotique, c'est un peu bizarre de m'exprimer en ces termes, mais j'encourage ces partous éditorial, plus ou moins. Le fait que Lionel puisse venir chez nous pour voir un peu comment on travaille, partir butiner ailleurs. Peut-être, j'espère que Daniel, un jour, fera des piges également pour d'autres éditeurs, même si sa femme aura du souci à se faire. Parce que cet échange d'expérience que l'on a, c'est vraiment capitalisé sur le jeu de rôle de demain. C'est par ces échanges, par ces hybridations qu'on va vraiment réussir à faire des choses culottées, qui soient réellement dans cet esprit indépendant, des choses qui soient sans concession commerciale. On livre vraiment une idée force et on va jusqu'au bout pour avoir l'objet et puis se le frotter contre son corps. Alors, on ne cesse jamais d'évoluer, alors qui sait, oui, en effet. Où est-ce qu'on peut vous trouver sinon? Un site internet, quelque chose à annoncer à nos auditeurs pour s'ils ont des projets de jeux à vous soumettre, ce genre de choses? Alors sur le site des écuries d'Ogias, déjà c'est facile à trouver. Sinon l'adresse contact écuries-d'Ogias.com, eh bien on peut très facilement nous proposer des jeux. On a un comité de lecture pour ça. Ensuite, on est ouvert également à toute forme d'associations, de personnes qui souhaiteraient travailler avec nous. Il n'y a aucun problème. Et surtout, c'est grande porte ouverte pour les autres éditeurs, studios de création qui auraient besoin, par exemple, d'aide pour les impressions, fabrication, toutes les choses techniques un peu rebutantes quand on débute. Des conseils de publication, finalement. Technique. Voilà, tout à fait. Toujours dans cet esprit de partage des connaissances et de mutualisation des moyens. En tout cas, puissiez-vous garder cet esprit d'ouverture et de liberté qui est la vôtre. Sinon, tu n'auras qu'à capturer ma femme et la mettre dans ta cave. Ouais, ou venir te voir pour te dire, regarde, écoute ce podcast, souviens-toi de l'esprit qui était le tien à cette époque et oh zut. N'oublie pas l'indépendance. Oh, ma culpabilité. Ouais. Mais en fait, j'apprends tout simplement que si vous êtes en édition en collectif, c'est pas parce que vous voulez faire du fric en fait. Clairement pas. C'est parce qu'en fait, c'est plus pratique, c'est plus sympa, c'est plus humain. Et là, je me rapproche de Daniel. Oui, c'est vrai que l'argument financier n'est pas forcément ce qui me pousse le plus à vous arrivez quand même, au passage, juste pour nos auditeurs qui sont toujours curieux, vous arrivez à vous en sortir financièrement, ça va, pas de problème, les éditions se portent bien?
Non, oui, on arrive à s'en sortir parce qu'on a une floraison de nouveaux projets qui réussissent à le prouver. Mais c'est vrai que c'est quand même au prix d'une gestion extrêmement rigoureuse. Et si on devait rapporter votre salaire par heure, par exemple, vous seriez, comme moi, complètement dans le rouge, quoi. Genre vous gagnez 0,001 centime d'euros par heure, quoi. C'est un salaire d'ingénieur au Les Autos, je crois. Ça doit être ça. Personnellement, là, je suis là en bénévolat total. Oui. D'accord. Par plaisir. C'est la passion. Par amitié. D'accord. Bon, je vous rassure, je vais quand même le payer quand il aura fourni ses textes. Hein. Il y a intérêt. Bon, je vous dis pas combien, par contre. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'études, officielles de la santé commerciale du jeu de rôle en France. Depuis finalement la grande étude de Hasbro, je crois, qui avait fait une grande étude en début des années 2000 ou avant les années 2000, je sais plus exactement, mais autour des années 2000. Finalement, il n'y a plus du tout d'études de marché, quoi. On est dans le flou total. À combien vous pensez qu'il y a de rôlistes à l'heure actuelle? Combien vous pensez? C'est extrêmement compliqué. Il y avait les 50 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait les travaux d'Olivier Caïra qui avait essayé sociologiquement de voir un petit peu, d'estimer le nombre, mais c'est sociologiquement tellement différent, tellement varié cette population qu'on a vraiment du mal à la dénombrer. Et sur la question épineuse de l'argent dans le jeu de rôle, il y avait notamment, je pense qu'il y avait eu un article qui avait été fait, c'était dans un numéro de Dissident précédent qui était assez bien documenté. L'argent du jeu de rôle. L'argent du jeu de rôle. Très intéressant. Oui. C'est vrai que c'est le nerf de la guerre, mais je pense que le meilleur moyen pour s'en faire une idée, c'est de voir un peu sur les étals des éditeurs en convention, les nouveautés assez foisonnantes. Et donc, certains arrivent à s'en sortir avec brio. D'accord. Est-ce que vous pensez que le jeu de rôle se porte de mieux en mieux? Ou que non, ça reste stable? Votre intuition d'éditeur, en fait, sur la chose? C'est que des intuitions. Hein. Je sais bien que ça va pas être très documenté, machin truc, mais moi, par exemple, j'ai l'intuition, en tant qu'indépendant, que ça va de mieux en mieux, qu'il y a de plus en plus de joueurs. Et les associations me disent le contraire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Yann? Et toi, Daniel? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dirais que ça se porte bien, mais c'est sur une simple intuition basée sur absolument rien du tout. Oui, voilà. Non, mais je dirais que ça se porte bien. Hein. C'est l'impression que j'ai. Ouais. Je vous demande pas de me sortir des chiffres. Hein. C'est vraiment votre intuition sur le truc. Il faudrait faire une sociologie de la clientèle, mais je pense qu'il y a peut-être de moins en moins de pratiquants, mais les pratiquants, les anciens comme nous, se remettent à jouer régulièrement. Ce sont des gens qui ont parfois un certain pouvoir d'achat et qui ont la collectionnite aiguë. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément un acheteur égale un joueur. Mais oui, je pense que la plupart des acheteurs sont arrivés dans un moment de leur vie où ils peuvent accomplir ces achats un peu plaisir, compulsifs, que ça aide forcément. Et j'espère qu'avec des produits indépendants, on arrivera aussi à convaincre un peu les générations futures d'adhérer et de pouvoir prendre du temps pour un loisir qui est extrêmement bon marché et qui surtout est vraiment social. Et j'en profite pour être à la chaux de fond, pour être éberlué par... le fait de voir des familles complètes, 3 générations en train de jouer à un jeu de société ensemble. C'est vraiment dans la culture. Voir que là derrière nous, il y a une grande salle avec des tables et sur les tables, on voit des enfants qui jouent avec des personnes de 7 à 77 ans, comme on dit, quoi. Exactement. C'est incroyable. Là-dessus, en Suisse, j'ai l'impression qu'ils ont une ouverture au niveau des jeux de société. Là, il neige dehors. Alors, je veux dire, c'est incroyable l'ambiance là. Il neige dehors, ces familles qui jouent dans la chaleur de ce petit chalet qui est quand même une grande pièce, hein. Une grande salle. Oui, tout à fait. C'est vraiment sympathique. Bon, je vous remercie vraiment de ce témoignage. J'espère que votre esprit d'indépendance restera, que vous ferez pas corrompre par le grand capital. Mais tu en seras le garant. Tu feras un podcast l'année d'après. C'est ça, ouais. On viendra avec de nouvelles chaussures, un nouveau véhicule de fonction. 3 ans après, qu'en est-il des écuries d'Augiaz? C'est une très bonne question à se poser, en effet, oui. Pourquoi ce nom, les écuries d'Augiaz? Juste pour une dernière question, rapidement. Ça, c'est un des travaux d'Hercule, ça. Oui, tout à fait. À la base, les écuries d'Augiaz étaient tellement vastes que Hercule, même avec sa force, ne pouvait l'accomplir rapidement. Et donc, je crois qu'il avait détourné les eaux d'un fleuve pour pouvoir y parvenir. Un torrent, il fallait pas moins. Alors, je ne sais pas si c'est bien de le dire, mais en 2006, quand on a commencé à vraiment chercher un nom pour le studio, le jeu de rôle, c'était un peu ces écuries-là. Je ne veux pas dire qu'il y avait des immondices partout, mais c'était un peu le foutoir. Et donc, on s'est dit peut-être qu'on va participer à ce formidable mouvement de 2006
qui permettra justement de remettre un petit peu d'ordre dans les choses, de redonner une dynamique à toutes les juments poulinières que sont les nouveaux éditeurs et auteurs, et qu'on puisse proposer peut-être, je sais pas moi, des peignes pour soigner les canassons et ainsi de suite. Super. Puis aussi, en tant que, on est vraiment très peu, et avec le travail à accomplir quand on est éditeur, c'est un peu les écuries d'Augias chaque jour. Ah là là, quand je débat de façon politique de l'indépendance et tout, je m'enflamme contre les maisons d'édition, mais dès que je croise les gens qui les tiennent, j'ai envie de les serrer dans mes bras et de leur dire merci. Alors, je suis emmerdé. T'es chiant, Yann. Hein. Si tu veux, il y a des bières artisanales derrière, on peut s'en prendre 3. Et on discutera mieux, mais sans podcast, parce que du coup, les auditeurs, ils vont trinquer. Bon, en tout cas, merci vraiment de ce témoignage. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que, parce que c'est qu'on fait une petite émission one shot, Daniel et Yann, je vous propose ça à tous les deux, et qui est une émission de test en fait de jeux de rôle. Donc, il y a un maître de jeu qui vient nous présenter un jeu, et puis ensuite on en déroule un petit peu les mécaniques, on en explique les propositions créatives, etc. Si un jour ça vous intéresse de passer soit à Rennes, soit à Saint-Malo pour venir nous faire tester un de vos jeux aux écuries d'Augias, pour un one-shot, il n'y a pas de problème, hein, vous venez quand vous voulez sur le podcast de la cellule. Bah écoute, si tu nous payes, c'est dans notre esprit, il n'y a pas de problème. Allez, à bientôt tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.